Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette émission de Eco 5, nous recevons évidemment nos chroniqueurs Arim Lassisi qui veut nous faire l'alliance entre amener et emmener. Amawatikan, quant à lui, parle de cartographie de Tossou au cri Pascal. Gloria Gatumbe fait son retour au Cambodge sur la rubrique Junior d'Afrique. Elle va nous parler de l'impact des divorces sur les enfants. Eh bien, dans Éducons, nous parlerons aussi de l'orientation des apprenants en milieu scolaire. Sommité, oui, sommité avec Kadi. Il s'agit d'un sujet de faits divers. Bienvenue à tous et à toutes. C'est parti pour 1h30 d'émission. Un chroniqueur littéraire en face d'un autre, Amawatikan. Bonjour. Bonjour Habib. Vous avez bien passé le week-end? Bellement. Très bien. Arim Lassisi. Bonjour Habib. Bonjour. Alors, nous allons parler évidemment de Tossou au cri Pascal avec Siram, son premier roman, Femme, son deuxième, Numéro matricule, son troisième roman, Hémorroïde, une pièce théâtrale, et la dernière sortie littéraire, c'est bien sûr Cartographie qui a attiré notre attention et autour de laquelle nous allons mener ce débat. Oui. Et Lassisi. Oui, tout à fait. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est Cartographie. La toute dernière œuvre de Okri Tossou. Bien sûr. Voilà. Amaou. Oui. Cartographie. D'abord, nous voudrons parler nous un peu de Okri Tossou, de façon brève. Ok. Alors, je commence par rappeler, n'est-ce pas, que la musique qui est passée tout à l'heure, Oui. n'est-ce pas, celle de Robinson Sipa,
peut être bien dédié Bien à sûr, Okri bien Tosu, sûr. qui est un inconditionnel, n'est-ce pas, de l'artiste. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Cela dit, Okri Tosu Pascal. est un universitaire béninois. De son nom entier, Okri Pascal Tosu, oui. n'est-ce pas? Même si sur ses ouvrages Okri Tosu. de fiction, c'est écrit simplement Okri Tosu. Il dit souvent que c'est son nom d'artiste. Voilà, il est actuellement doyen de la FLAC, après avoir été chef département des lettres modernes. À l'UAC. Il est auteur des romans que vous avez cités tout à l'heure. Le premier, Siram, le deuxième, Femme, le troisième, Nos matricules, le quatrième et dernier, Cartographie. Mais avant Cartographie, il y a eu Hémorroïde, qui est une pièce de théâtre, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Alors, voilà. D'accord. Et je dois préciser, n'est-ce pas, qu'il fait également, il fait paraître beaucoup d'ouvrages critiques. Il a des essais, oui. Donc, corpologie, corpographie, oui. Voltaire, Vignon, Vignon. Et il y a également des ouvrages didactiques, les théos, les techniques d'expression écrites et orales, enseignées dans les universités, surtout privées. Les théos, je crois que c'est co-édité. Sont souvent oui, il y a une coédition, n'est-ce pas? Pas une coédition, une coécriture, n'est-ce pas, avec Basile Dagüetor et Hyacinthe. Hyacinthe, j'ai oublié le. Alors, ce qui attire notre attention ici, c'est cartographie. Oui. Alors, parlez-nous un peu de cartographie. Je veux parler de l'intrigue. De l'intrigue. Ouais. Ok. C'est un peu délicat. Est-ce que véritablement il y a intrigue dans cartographie? Je résumerai, n'est-ce pas, le roman en quelques... Vous permettez, même avant d'aller loin, et d'abord, quelle interprétation peut-on faire rapidement de la première de couverture d'abord? Ok. Alors, la première de couverture, oui, on y voit un tableau d'art, comme disait Habib Noni. Oui. Le peintre, n'est-ce pas, qui a fait le tableau, qui a servi à cette illustration, s'appelle Dieudonné Otenia. Sur la couverture, dans cette image, on peut avoir deux visages. Celui d'un homme d'un côté et de l'autre celui d'une femme. Et les deux sont renvoyés un peu comme dans un jeu de miroir, n'est-ce pas? Et également, nous avons un instrument de musique, notamment le kora, n'est-ce pas? Qui est également renvoyé dans un même jeu de miroir. Voilà. Alors, ça veut dire, ça voudrait... Alors, on peut établir une relation entre cette illustration et le contenu de l'ouvrage, notamment la dernière partie du roman, en son même dernier paragraphe, n'est-ce pas, qui compte 12 lignes, plus précisément. On peut voir dans le visage, dans le corps masculin qui tient le kora, on peut voir l'image, n'est-ce pas, de Yacine, qui parti en France, est devenu musicien, parti en France pour étudier, pour ses études doctorales, est devenu musicien, n'est-ce pas? On peut voir dans le visage, n'est-ce pas, de la femme, le personnage Mireille, qui n'apparaît que dans le dernier paragraphe, n'est-ce pas, du texte, qui est comme charmé par la chanson de Yacine. Ça c'est Okri, vraiment. Okri Tosu, vraiment. C'est du Okri tout craché. Oui, oui. Nous allons y aller. Maintenant, la trame. Ok. Je disais tout à l'heure que Yacine est un étudiant qui, à la faveur d'une bourse, est allé en France pour ses études doctorales. Il passe les années dans les hésitations à rédiger sa thèse, dont il parle plus qu'il ne l'écrit. Alors qu'il obtient un an supplémentaire
des 3 réglementaires, c'est dans la 5e année qu'il soutient sa thèse à la suite d'une injonction de son université hôte. Entre-temps, Yacine se convertit en chanteur. Alors, c'est pourquoi tout à l'heure, quand vous avez parlé de l'intrigue, je disais, est-ce que véritablement, n'est-ce pas, il y a intrigue? Parce que il s'agit seulement de la vie de Yacine qui a été racontée sans qu'on voit le personnage, n'est-ce pas, dans une réelle quête. Si même on peut estimer que sa quête est son doctorat, oui. Cette quête, n'est-ce pas, n'a pas été réussie. D'où alors les temps qu'il passe à errer, n'est-ce pas, ne peut pas compter dans la construction de l'intrigue. Okay. Voilà. Alors, là, vous avez déjà abordé la deuxième question. Une étude, vous parlez de le projet ou bien l'objectif qui n'est pas atteint. Pas le protagoniste. Pas le protagoniste, oui, pas Yacine. En question. Oui. Maintenant, cela sous-entend, cela met en exergue une notion propre au roman, à l'écriture, que nous appelons la notion de héros ou anti-héros. Ou bien je me trompe. Oui, alors je ne sais pas si votre question c'est de savoir si Yacine est un héros ou est un anti-héros. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Alors à cette question, je peux dire, n'est-ce pas, que Yacine paraît plus un anti-héros, n'est-ce pas, qu'un héros. Pourquoi? Parce que, je le disais tout à l'heure, sa quête qui est sa thèse de doctorat qu'il est censé soutenir, il n'a pu réaliser cette quête que sur injonction. Il a passé du début qu'on appelle de roman jusqu'à la fin, n'est-ce pas, avant qu'il ne soutienne, il a passé le temps à parler de cette thèse-là, n'est-ce pas, à chaque fois reporter l'écriture, chaque fois trouver, n'est-ce pas, de prétexte pour ne pas évoluer. Si ce n'est pas sa bourse, n'est-ce pas, d'études qui s'étalait sur 3 ans qu'on appelle au premier abord, qui s'étalait sur 3 ans, si ce n'est pas sa bourse qui est finie et qu'il faut rechercher du travail, de petits jobs pour survivre, c'est que c'est le directeur de thèse qui ne lit pas la première partie qu'il a donnée. Mais alors, si le directeur de thèse n'a pas lu la première partie qu'il a donnée, est-ce que cela l'empêchait d'évoluer dans son écriture, quitte à ce que le directeur de thèse finisse par avoir l'ensemble et juge de l'ensemble? Mais alors, Yacine n'a pas fait cela. Il a passé le temps à accuser, n'est-ce pas, à trouver qu'il y a tel problème à tel endroit, il y a tel autre à tel autre endroit. Et d'ailleurs, le anti-héroïsme, n'est-ce pas, prend son point culminant dans la mesure où sa quête, qui était la thèse de doctorat, c'est-à-dire même s'il a soutenu, il n'a plus du tout travaillé dans ce sens-là. Il s'est converti, n'est-ce pas, en musicien. Donc vous êtes sûr que lorsque nous allons essayer d'établir peut-être le schéma potentiel de ce roman-là, oui, que nous n'aurons pas de projet atteint, de projet réalisé ou d'objectifs atteints ou d'adjuvants ou des personnes ou bien des êtres animés comme inanimés qui auraient peut-être aidé à la réalisation de ce projet-là? Oui, non, on fera bien évidemment, n'est-ce pas, qu'on appelle de schéma potentiel. On aura les différents éléments qui le composent. Mais alors, est-ce que dans sa définition, dans sa notion, n'est-ce pas, de héros, Yacine en est un? C'est la véritable question. Alors, la question qu'il faut se poser à l'instant, c'est alors l'écriture alors de Euclide Tosso ici. L'écriture de Euclide Tosso ici, oui, il y a 2 choses, n'est-ce pas, qui reviennent fondamentalement dans son écriture ici, mais qui déjà, n'est-ce pas, on peut remonter dans, que ça soit numéro matricule, que ça soit dans hémorroïdes. C'est l'interpellation du lecteur. Okay. Le lecteur, oui, n'est-ce pas, autant dans nos matricules, était convoqué, était interpellé,
il arrive des séquences, n'est-ce pas, l'enfant aussi, on a travaillé cette interpellation. Ok, donc il y a des séquences régulières, n'est-ce pas, d'interpellation. Le narrateur, qui est un narrateur hétérodigétique, mais totalement, avec une focalisation totalement zéro. C'est omniscient, qui maîtrise tout ce qui se passe, n'est-ce pas, interpelle régulièrement le lecteur et lui rappelle les confidences, lui rappelle des récits qu'il avait déjà fait auparavant. Voilà. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle narrateur hétérodigétique, et vous voudrez bien leur apporter... Bon, on ne va pas faire un coup de littérature ici. Il s'agit, n'est-ce pas, il s'agit simplement de quelqu'un qui raconte une histoire à laquelle il n'appartient pas. Très bien. Alors, moi, la partie qui m'a vraiment marqué dans cette œuvre de Tosso, c'est juste à la page 11. À la page 11. Dès l'incipit déjà, la première, les premières lignes. On dit, et ça s'ouvre sur un dialogue, on dit, écoute, virgule, Yacine, point. Un père est unique. Il y en a d'adoptifs, certes, mais le géniteur, suspension, le père géniteur, lui, il est unique, à mon avis. Oui, à mon avis, tu t'en vas faire l'erreur de ta vie. Tu dois descendre, mon frère. Tu m'écoutes? Oui, c'est ça. Descendre. En plus, tu as encore 3 semaines pour te battre et réunir vos conneries de papier là-bas. Écoute, déjà, tu n'étais pas là quand le vieux, il souffrait. Et là, comment? Oui, attends. Je sais que tu as envoyé des sous. Et tour et tout. Mais écoute-moi, Yacine. Un père. Suspension. Voilà. D'abord, moi, je suis sidéré par... Parce qu'on nous a appris que les suspensions, les points, le point de suspension ou encore les 3 points, et quand vous les voyez... au milieu d'une phrase, c'est-à-dire c'est le silence. C'est-à-dire c'est des mots qu'on a voulu occulter. C'est des retentions de pensée. Voilà. Okay. Maintenant, ça, l'écriture, c'est intéressant. Tout simplement. Alors, ce que je veux dire, c'est que dans le passage, n'est-ce pas, l'incipit déjà de l'œuvre, on voit, ça s'ouvre, n'est-ce pas, sur une conversation téléphonique, comme vous l'avez dit, où l'interlocuteur de Yacine l'informe du décès de son père, lequel était déjà souffrant. Et il demande à Yacine de descendre pour assister à l'inhumation de son père et pouvoir retourner. Alors, ça me rappelle un extrait de « Ainsi parlait mon père », j'espère que c'est bien le titre, de Samy Tchak, où Samy Tchak, n'est-ce pas, faisait des confidences par rapport à sa vie, par rapport à son parcours d'écrivain. Et entre autres, quand son père est décédé et qu'il n'a pas pu rentrer, quand on devait l'inhumer, ou du moins quand il est rentré, des gens de l'environnement lui ont fait des griefs, à savoir que c'est à cause de lui que son père est décédé, n'est-ce pas? Et que même si son père souffrait, c'est rien que sa venue dans le pays, n'est-ce pas, aurait participé, n'est-ce pas, à une sorte de guérison. Alors, cela ne fait que renseigner sur les différentes pressions, n'est-ce pas, qu'on fait à ceux qui sont à l'étranger, à ceux qui vont là-bas, vont à l'extérieur pour des études ou pour différentes affaires, ou quand il y a décès, on veut nécessairement que les gens descendent, alors que souvent toutes les conditions ne sont pas réunies pour que ces gens descendent. L'étudiant, n'est-ce pas, qu'il est en thèse de doctorat, on lui demande, boursier, on lui demande de descendre, n'est-ce pas, pour enterrer son père et retourner. À croire que sa bourse devait servir pour lui laisser, n'est-ce pas, ce va-et-vient là. Il faut qu'il finance son déplacement de là-bas pour ici et même d'ici pour là-bas, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a les moyens de pouvoir le faire? Voilà. Alors, il y a cette problématique-là. Et questionnons un peu la thématique de l'œuvre. Alors, tout à l'heure, dans ce que je disais tout à l'heure,
il s'observe clairement, n'est-ce pas, la thématique de l'immigration. N'est-ce pas? Yacine est allé qu'on appelle en France pour les études. Pour les études doctorales, c'est un immigré. Là-bas, il y a rencontré Abel, qui est probablement un compatriote à lui. Abel qui tient une petite boutique là-bas, n'est pas totalement en règle. Lui, Abel, n'est pas totalement en règle vis-à-vis de qu'on appelle des papiers là-bas. A subi une sorte de rapatriement dans son pays et avec sa femme Bora. Donc Yacine, Abel, Bora sont les trois visages, n'est-ce pas, de l'immigration. Et Yacine, n'est-ce pas, peut lui représenter ce qu'on appellerait l'immigration légale, parce que lui, il a respecté les procédures normales, les procédures officielles et légales. Abel et Bora, n'est-ce pas, représenteraient l'immigration clandestine. Et à ce niveau, on a la question de l'immigration. On peut avoir également la thématique du chômage, n'est-ce pas? Abel était en train de faire des études doctorales, bien sûr, mais sa bourse ne pouvait pas lui suffire. Il fallait nécessairement qu'il se trouve des jobs, n'est-ce pas, afin de pouvoir joindre les deux bouts. Sans vous arrêter. Oui, la toute dernière question. Je me rappelle, une fois ici, sur ce plateau, vous aviez dit que le thème, il y a un thème qui ne peut ne pas figurer dans une œuvre romanesque ou fictionnelle. Vous avez parlé de l'amour. L'amour est-il Oui, je point champion. Oui, bien évidemment, c'est bien dedans. Bien dedans. Je parlais du couple Abel Bora, n'est-ce pas? Il y a également Yacine qui a eu une liaison, même si ça n'a pas été long. Bon, je vous donne l'autorisation de porter un regard sur l'œuvre de votre professeur à l'université. Voilà, en 30 secondes. Je ne savais pas que vous étiez obligé de rappeler que au Bien sûr, il a été aussi mon professeur. Ok. Non, il ne faudrait pas que les gens se trompent, n'est-ce pas, sur l'analyse. C'est une belle œuvre, n'est-ce pas? Et puis, ce serait intéressant, n'est-ce pas, de relire pour voir la construction, n'est-ce pas, de mon point de vue, ma lecture, n'est-ce pas, du personnage de Yacine, qui est proprement un anti-héros, qui, n'est-ce pas, qui est aux antipodes de ce que le professeur Okri, Pascal Tossou, suggérerait, n'est-ce pas, à tout étudiant, à savoir, il faut poursuivre ses études, il ne faut pas hésiter. D'accord. Voilà. Alors, vous étiez en train de répondre tantôt aux questions de Harim Lassisi. Oui. C'est maintenant à son tour de répondre à vos questions, voilà, autour de la nuance entre amener et emmener, Harim. Alors, je rappelle que le lundi passé, nous avons eu à parler de cette même nuance-là. Le même exercice a été fait avec les deux verbes emporter et apporter. Voilà. Et nous avons globalement dit que entre apporter, j'avais étalé les 4 verbes: apporter, emporter, amener et amener. J'avais dit que ce qui peut-être ce qui serait la différence entre les 4, c'est que les deux, c'est-à-dire apporter et emporter, seraient d'un côté, et de l'autre on verrait emmener et amener. Pourquoi? Parce que apporter et emporter se construisent avec des êtres inanimés, des êtres inanimés. Voilà. Alors que emmener et amener se construiraient avec des verbes, des êtres animés ou des animaux. Voilà. Voilà la grande nuance, la nuance principale qu'il faut faire entre les 4. Entre apporter, c'est-à-dire le couple apporter, emporter, et le couple amener, emmener. Alors, quid, n'est-ce pas, comme on le dit, de emmener et amener? Alors, amener, d'abord, il faut dire que c'est dérivé du verbe mener. Mener, alors, qui signifie, mener vers. Amener qui dit mener vers. Alors, il s'emploie par essence pour désigner des êtres animés, c'est-à-dire les individus ou des animaux.
Alors, le lundi dernier, je faisais déjà la différence qu'on pourrait avoir entre être animé ou être inanimé. Okay. Ici, maintenant, nous avons les individus et les animaux. Alors, maintenant, un exemple que je peux donner, il amène les enfants à l'école. Il amène les enfants à l'école. Et je peux encore donner un autre exemple pour dire, amène-moi ton frère. D'accord? Et je poursuis, je dis, on pourrait également employer dans les mêmes conditions le verbe amener. Okay. D'accord? Avec des personnes. Voilà. Et seulement que, contrairement au verbe amener, le verbe amener met l'accent sur le point de départ, sur le lieu que l'on quitte ou dont on parle. Okay. Un peu comme emporter. Okay. La dernière fois. Okay. Alors, je dis, comme le verbe emporter, amener nous éloigne de l'endroit d'où l'on parle. Okay. Exemple, si tu quittes Paris, il m'emmènera avec lui. Si tu quittes Paris, il m'emmènera avec lui. Okay. Cela sous-entend, ça induit le déplacement. Okay. C'est-à-dire d'un point A à un point B. Oui. C'est-à-dire ça nous éloigne de l'endroit dont on parle. Okay. Ici. Un autre exemple, nous décidons d'emmener la voiture chez le garagiste. Nous décidons d'amener la voiture chez le garagiste. Alors, c'est un peu comme le même récit qu'on a fait la dernière fois et on a démontré que emporter, ça nous éloigne de l'endroit. Et on avait fait allusion au bol qu'on utilisait, oui. Au bol d'usage unique qu'on oui. utilisait, qu'on les appelait à emporter. Quand vous ne voulez pas manger là, oui. vous prenez votre repas et vous partez avec. Oui. D'accord. Donc l'idée de déplacement est présente. Également, ici, avec amener, nous avons la même chose. Okay. Voilà. D'accord, Arim Lassisi, on aura compris. Merci beaucoup pour cette chronique. Merci à vous aussi, Atika Amaou. Nous allons vous retrouver en fin d'émission pour la chronique sommité. Mais avant, on va à la région, on revient dans Entretien. Mi non do mi desewe no peme Mi do forte bobla oude Mi non do gladi ba we do peme Brodo, tu sais qui je suis Tu sais à qui tu parles Abrome mi kate to belome Me de manyon na joche jume Benoît Corsi Benoît Asana media jason yese idotowe Kukubwe jahedome Medevo sinu si etonawe Wekwa doni kwide Medevo si kanjo ye fiondo la menawe Wekwa do mon wedeme Akadia fote boje gladi bati bombo rondo tu sais qui je suis Adia fote boje kwide me monti Bonon toi dansi tegbe Bonondo tu sais qui je suis Onyo eme honon lo bonaja Beto maninunde Mini kwa dansi no beme Beto maninunde la Beto maninunde pepe Beto go anutere Beto go ninutere Beto maninunde Beto maninunde pepe Beto go anutere Beto go anutere Bojo, famille Chedo, Asare Madek. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Dans le fauteuil de l'invité dans Entretien, Évariste Gokunon, professeur de lettres. Évariste, bonjour. Bonjour Habib. La pleine forme?
Très en forme. Dans les émissions passées, nous avons discuté de la dissertation, des méthodes pour dégager les problèmes posés par un sujet ou tout sujet de dissertation, les plans avec les consignes discutées et commentées. Aujourd'hui, nous abordons la phase de rédaction avec l'introduction, n'est-ce pas, Évariste? Tout à fait, Habib. Et nous allons retenir rapidement que l'introduction se rédige en un seul paragraphe. Il n'y a pas ce n'est pas en 2 paragraphes? Non. Il n'y a pas plusieurs paragraphes. Pourtant, il y a plusieurs étapes. Tout à fait. Il y a 3 étapes. 3 étapes fondamentales, mais tout est en un seul paragraphe. Donc, l'introduction présente le sujet et l'organisation du devoir. Cela commence par ce qu'on appelle idée générale. Oui. Ensuite, la reprise du sujet que d'aucuns appellent problématique. Et enfin, l'annonce du plan. Ok. La partie la plus difficile, c'est... Vous n'avez pas cité le problème posé, hein? Le problème posé, c'est dans la 2e étape. D'accord. La 2e étape comporte 2 sous-étapes, à savoir la citation et ensuite le problème posé. Je vais revenir sur la question, tout de suite. Oui. Alors, je disais tantôt qu'il y a l'idée générale qui est la partie la plus difficile. Beaucoup d'apprenants, beaucoup de candidats ont des difficultés à trouver une belle idée générale. Cela leur fait perdre du temps. Alors, nous leur proposons rapidement 2 astuces. La première astuce, ils vont se demander, mais pourquoi l'auteur a-t-il affirmé cela? Pourquoi l'auteur a-t-il affirmé la citation qui fait l'objet donc de la dissertation? Je prends un exemple. Dans les soleils des indépendances, Amadou Kourouma a dit « À la femme sans maternité manque plus que la moitié de la féminité. » À la femme sans maternité manque plus que la moitié de la féminité. Cela signifie qu'une femme qui n'a jamais fait d'enfant n'est même pas à moitié femme. Voilà qu'il n'y a pas de moitié de femme. Donc c'est pour dire qu'elle n'est pas femme. Bien sûr. Alors on peut donc se demander, mais pourquoi Amadou Kourouma a dit que la femme qui n'a jamais fait d'enfant n'est pas femme? On répond à sa place. On peut donc dire que lorsqu'il arrive qu'une femme n'enfante pas jusqu'à un âge de maturité avancée, elle devient généralement la risée de sa communauté. Bien sûr. Voilà. Et donc, c'est pourquoi... Voilà, c'est déjà une idée générale. Et merci beaucoup. Et là, ça c'est la première astuce. Je vais à la deuxième astuce. C'est la concession ou l'opposition. On part de l'idée opposée à celle qui est contenue dans le sujet. Avant de venir ensuite à l'idée contenue dans le sujet pour aboutir à la citation. En d'autres termes, il existe forcément le contraire de toute idée qu'on a. Lorsque vous pensez que vous devez être un homme honnête, toujours vous allez dire la vérité. À côté de vous, il y a certainement quelqu'un qui pense que le mensonge est mieux. Lorsqu'une femme pense qu'elle doit faire une dizaine d'enfants, il y en a qui disent « Moi, je ne ferai pas d'enfants. » Bien sûr. Vous voyez? Bien sûr. Et donc, il y a toujours le contraire de toute idée qu'on conçoit. Alors, si nous restons toujours avec ce sujet, là, cette citation d'Amadou Kourouma, nous allons partir de l'idée que certaines personnes préfèrent ne pas faire d'enfants. Bien sûr. Et quand celles-là ne font pas d'enfants, ce n'est pas un problème dans leur culture. Par contre, chez nous, ici en Afrique, celui qui n'a pas fait d'enfant a tous les problèmes. Ainsi, on peut commencer à dire, si dans certaines cultures étrangères, l'acte de maternité n'est plus une contrainte morale ou une préoccupation majeure, ce n'est pas le cas en Afrique, où la femme sans enfant n'a point d'admiration ni de respect dans sa société. C'est ça. Et donc, des astuces pour trouver l'idée générale. Vous voyez, on part de l'idée contraire et on vient à l'idée contenue dans le sujet. On enchaîne avec la reprise du sujet. Lorsque la citation est courte, c'est-à-dire 3 lignes au plus, on reprend intégralement entre les guillemets. Lorsqu'elle est longue, on la reformule. Oui, mais comment? La reformulation
consiste à dire de façon plus succincte ce que l'auteur a dit en résumé, voilà. Mais là, on n'utilise plus les guillemets. Ok. Lorsque le sujet est aussi fait d'une phrase interrogative, on reformule encore ça. Okay. Donc, reformulation dans 2 cas. Lorsque la citation est longue ou lorsque c'est une phrase interrogative. On garde la forme de sujet, où on peut affirmer comme... où on garde le type, de sujet. Vous parlez de... Si vous avez parlé de... Lorsque c'est fait d'une phrase interrogative, non. La phrase interrogative ne revient plus. Voilà. Merci beaucoup. La phrase interrogative ne revient plus. Et lorsqu'on ramène la citation intégralement ou lorsqu'elle est reformulée, juste après cela, on ramène le problème que le sujet pose. Comment on l'introduit? Ce sujet pose le problème de... Oui, on peut dire... On peut dire, oui, et ce sujet pose le problème de, ou bien il se pose là le problème de... Okay. Voilà, il y a plusieurs manières de le dire. Je rappelle qu'on a déjà passé l'étape de l'identification du problème que pose un sujet. Donc, on ramène cela pour montrer que on a compris le sujet, parce que dans la dissertation, on règle un problème qui est posé. Donc, le problème, la citation contient le problème. Le problème est identifié. Il faut donc dire que cette citation pose tel problème avant de passer à l'annonce du plan. C'est ça. Et l'annonce du plan ne doit... Tout ça, c'est en bloc. Hein? En bloc. On passe à l'annonce du plan. Pas d'alinéa, pas de paragraphe. Pas d'alinéa. Et l'annonce du plan, c'est simplement le grand 1 et le grand 2 du plan qu'on utilise pour annoncer le plan. Parce que l'annonce du plan consiste à présenter l'organisation du corps du devoir, les grandes lignes à aborder dans le corps du devoir. Et toute annonce du plan qui passe partout n'a aucune valeur. Il n'est pas question de dire, par exemple, dans les lignes à suivre, j'expliquerai, je discuterai. Après avoir expliqué, ensuite, enfin, nous allons ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et je constate que l'heure avance, voilà. Je vais rester dans le sujet que je viens de donner pour rapidement donner la suite d'une introduction. On y va. Vous allez voir. Et pour ce sujet-là, la première partie va montrer que la maternité définit effectivement la féminité de la femme. Puisque c'est ce que l'auteur a dit. Et ensuite, nous allons montrer que la femme vaut aussi par ses actes et par sa valeur morale. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas seulement l'enfant qui fait la valeur de la femme. Si autour de vous, il y a une femme, par exemple, qui a une douzaine d'enfants, mais qui est une menteuse, une prostituée, etc., elle n'a pas la valeur de celle qui est stérile et qui est honnête, qui est... Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Alors, on peut dire, par exemple, lorsqu'il arrive qu'une femme n'enfante pas jusqu'à un âge de maturité avancée, elle devient généralement la risée de sa communauté. C'est justement cette image déshonorante de la femme qui se trouve exprimée dans cette affirmation d'Amadou Kourouma: à la femme sans maternité manque plus que la moitié de la féminité. Il se pose là le problème de l'importance de la maternité dans la confirmation de la féminité. Ainsi, notre développement s'évertuera à montrer d'abord que c'est la maternité qui définit réellement la féminité, avant de prouver ensuite que la femme peut aussi valoir énormément par ses œuvres et par ses qualités morales. Ça, c'est avec la première idée que nous avons trouvée. D'accord. Un vol pour une maîtrise maximale en dissertation. Évariste Gokouno en est l'auteur. Alors, comment peut-on se procurer cette... C'est disponible à la librairie Notre-Dame, mais on peut aussi appeler le numéro 62 70 91 70. Très bien. Vous faites un travail remarquable, un bon travail. Nous allons continuer notre série d'émissions. On va se retrouver la semaine prochaine, si Dieu le veut. Merci beaucoup. Tout de suite, nous allons retourner à la régie, nous allons retrouver nos invités de Éduquons. Mais avant, on retourne à la régie, on revient.
uche doloba uche nino akuna ngbeo Oyunu domisio ewe yidokumbo nezambo ade Takwide ya nocholo Loyonu siyo ne ajoto Ayuno lewa Agbekole bon bawe Otowe mayuna Mutowe wejejinunya Asodo nubojodo Mutowe wekadasiche Uyelo webowa Nufifi detekagbe numayi Ayuno lewa Mujolobu nano hawe Oh, muleba wepo Muleba wepo Muleba wepo Muleba wepo, muleba wepo, muleba wepo. Oh, muleba wepo, muleba wepo, muleba wepo. Muleba wepo, muleba wepo, muleba wepo. Aniwe no wanuwe, bayi memendo hosusi. Aniwe no wanuwe, bayi meme asubolo. J'ai beau te parler toute seule, je suis toute seule. J'ai beau te parler, wanyinine ndonuwe. Hotowe manyuna, ntowe wejejinunya. Asodo mubochoto, ntowe wekadasuche. Unyala webowa, nufifi detekagbe numoji. Ayuno lewa, unjolobo nano hawe. Oh, umleba we. Merci de votre fidélité. Eh bien, nous retournons tout simplement à l'école pour orienter nos apprenants et nous sommes avec nos spécialistes. Eddie Koto Camille. Bonjour. Bonjour. Belle saison. On peut le dire. On peut le dire. Julio Tamati, juriste. Bonsoir Habib, bonsoir aux téléspectateurs. Oui, voilà, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir Habib. Voilà, lui, c'est comme ça, hein, Julio. Alors, Julio, nous voulons orienter nos apprenants. Comment est-ce que vous voyez? C'est quoi pour vous orienter? Orienter, c'est généralement faire suivre une direction directeur. Orienter dans le milieu éducatif, dans le système éducatif, c'est de tenir compte des potentialités de l'apprenant, de l'élève, pour lui indiquer, parce que étant un sachant de la chose, et l'ayant pratiqué avant, pour lui indiquer la voie à suivre, c'est-à-dire quoi? La filière, les options qui seront les plus favorables pour lui d'abord par rapport à ses potentialités et ensuite par rapport aux opportunités inhérentes au milieu social dans lequel nous vivons, notamment les opportunités d'emploi par rapport à tel ou tel secteur en tenant compte des potentialités de l'apprenant. Très bien. Eddie, vous vous retrouvez parfaitement dans la définition de Julio? Bien sûr, comme il a dit, orienter, c'est indiquer une direction à prendre. C'est si simple que ça. Et cette indication doit pouvoir tenir compte du potentiel dont dispose l'apprenant. Mais il faut dire aussi qu'en milieu scolaire, l'orientation, ça implique qu'on soumet l'apprenant déjà à un certain nombre d'évaluations et à l'issue des résultats de ces évaluations, on lui indique le chemin à prendre en tenant compte bien évidemment de ses performances, de son potentiel, mais aussi de ses aspirations personnelles. Et c'est malheureusement cet aspect, prise en compte des aspirations personnelles de l'apprenant, c'est cet aspect-là qui pose problème chez nous. Justement, comment ça se fait, l'orientation des apprenants après le BPC dans les séries? Ici, dans le système éducatif béninois, et c'est d'ailleurs ce que nous reprochons, l'orientation ne se fait pas en bonne et due forme. Je puis dire que nous faisons semblant d'orienter nos apprenants. D'abord, orienter, c'est indiquer une direction. Et une orientation ne se fait pas en fin de cycle, mais d'abord en début de cycle. Puisqu'on veut donner la direction à prendre. Première chose. Secondo, ici, c'est lorsque les apprenants ont obtenu le BPC, qu'un conseil siège composé des autorités des écoles, du professeur principal, du censeur, du chef d'établissement. Et on tient compte des performances
obtenus par les apprenants dans les matières littéraires ou dans les matières scientifiques pour les orienter. C'est-à-dire que si un apprenant, par exemple, excelle en mathématiques ou en PCT, on pense qu'il est bon pour la série C ou la série D. Et lorsque quelqu'un a fait des merveilles dans les matières littéraires, on l'oriente directement en série A ou en série B. Et là se pose véritablement le problème, parce que avoir une meilleure performance en mathématiques n'est pas synonyme de on est disposé à faire les sciences, et ce n'est pas non plus synonyme de nous embrassons une carrière ouverte sur les sciences ou bien établie uniquement sur les sciences. Très bien, on va y revenir. Bien sûr. Alors, Julio, doit-on orienter les élèves sans la présence de leurs parents ou même des élèves eux-mêmes? On peut a priori, de sorte que en fait, en termes d'orientation, beaucoup parlent beaucoup plus aujourd'hui d'accompagnement. On parle d'orientation, d'accompagnement. L'accompagnement qui suppose d'aider l'enfant, l'apprenant, à bien suivre la direction que lui-même aura à choisir en tenant compte de ses potentialités, comme nous avons dit tantôt, mais aussi beaucoup plus de ses passions et de ses aspirations. Mais ce que Eddy vient de dire, l'apprenant n'est pas pris en compte. L'apprenant n'est pas pris en compte parce que au préalable, il n'est pas consulté. D'abord, est-ce qu'il est suivi? On ne parlera pas d'une sorte d'orientation ici ou bien d'une sorte de suivi. Voilà. Parce que le suivi, comme il a dit tantôt, suppose qu'à la base, déjà, on est l'enfant ou bien l'apprenant par rapport à tout ce qui est fait au cours de l'année, pour commencer par même lui donner la direction déjà, en tenant compte de ce qu'on veut pour lui, ou bien ce que lui-même veut, par rapport à ceux sur lesquels il doit être les plus regardants. Oui. Généralement, malheureusement, comme il a dit, dans notre système, la chose ne se passe pas ainsi. L'orientation, mais on ne parle pas d'orientation, le classement, si nous pouvons le dire plus précisément comme ça, se fait sur la base des performances obtenues au BEPC. L'enfant n'est pas consulté, encore moins les parents. Ce sont généralement l'autre aspect de la chose, les parents ne s'en inquiètent très peu, c'est-à-dire c'est quelques rares parents qui connaissent bien la chose et qui ont une vision pour leurs enfants qui prennent ça à cœur et eux-mêmes, et c'est en cela que, au niveau du privé, ça va beaucoup plus, c'est-à-dire que les gens du privé, c'est-à-dire ils orientent en tenant compte des difficultés, bien des éléments d'appréciation qu'ils ont vis-à-vis de l'enfant. Mais tel que ça se passe dans notre système, il faut dire que ce n'est pas une question d'orientation, c'est simplement une question de classement en tenant compte des performances obtenues au BPC, qui n'est pas forcément l'image forcément des qualités intrinsèques de l'apprenant. Je m'en vais pour finir pour dire que c'est quand moi j'avais été au baccalauréat, dans toute l'année scolaire, c'est la première fois au baccalauréat j'ai eu la moyenne en anglais. Je n'avais jamais donc, on va tenir compte de dire que j'ai eu 12 ou 13 en anglais. Mais en vérité, ça ne reflète pas ce que j'étais véritablement en anglais. Donc, ce sont peut-être quelques surprises que les amis offrent aux apprenants et qui peuvent biaiser les choix opérants. Alors, quel problème cela pose, Eddy Koto? Cela pose le problème, qu'on le veuille ou pas, cela pose le problème du désamour pour certaines professions. Cela pose aussi le problème de chômage, parce que lorsque vous n'orientez pas les apprenants selon la voie la plus indiquée, c'est dire qu'ils obtiennent des parchemins, des diplômes dans des secteurs qui ne sont pas forcément ceux dans quoi on les aurait placés pour espérer une certaine performance. Je me fais plus clair. L'orientation scolaire doit pouvoir prendre en considération un certain nombre de fondamentaux. D'abord, la passion. On n'excelle que dans ce qu'on aime. Et donc, si vous n'aimez pas un métier, il n'est pas évident que vous puissiez exceller dans cette voie-là. Donc, la passion d'abord que l'apprenant a pour tel autre métier. Et c'est pour ça d'ailleurs que dès les premières années du collège, pourquoi pas, même plus tôt, au primaire déjà, les parents qui sont les véritables boussoles doivent pouvoir questionner les enfants sur ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils souhaiteraient faire. Aujourd'hui, pas plus tard que la semaine dernière, j'interrogeais un candidat au bac de cette année par rapport à sa vision future professionnelle, mais qui n'a aucune idée de ce qu'il fera. Et ça pose un problème. Bien sûr. Ça pose un problème. Donc, la passion, c'est le premier élément à prendre en considération, ce que les enfants aiment. Ensuite, il y a les compétences. Voilà, il voudrait devenir médecin.
mais a-t-il les prédispositions, parlant de compétences intellectuelles pour devenir médecin? Voilà le deuxième aspect à prendre en compte, donc les compétences. On ne voudrait pas, par exemple, être médecin et ne pas exceller dans les matières scientifiques, en mathématiques, en PCT ou en SVT. Et lorsque je choisis, par exemple, d'aller en journalisme comme vous, ou devenir magistrat, avocat, je dois pouvoir, à côté des sciences, on ne dit pas qu'il faut négliger les sciences, mais je dois pouvoir, à côté des sciences, exceller aussi dans les matières littéraires. C'est important. Et donc, c'est deux choses qui vont de pair, la passion et la compétence. Et le troisième élément, c'est les moyens. Les moyens dont disposent les parents. Parce que nous rencontrons des apprenants qui souhaiteraient, par exemple, aller en médecine, aller dans une école de médecine. Malheureusement, leurs parents n'ont pas forcément les moyens pour les accompagner. Le dernier élément, c'est les besoins économiques, parlant de profession ou plutôt de filière porteuse. Je voudrais m'inscrire dans telle ou telle autre filière. On m'a orienté pour aller faire la diplomatie, les relations internationales. On m'a orienté pour faire le droit. On m'a orienté pour faire espagnol linguistique ou lettres modernes, transport logistique. Est-ce que, par rapport au contexte de mon pays, ces besoins-là se font ressentir en termes de profession? Sur le marché de l'emploi. Sur le marché de l'emploi. Il ne sert à rien d'aller s'inscrire en droit, nous sommes des milliers, alors que notre pays n'a pas besoin de juristes. C'est ça. Et c'est le véritable problème qui se pose aujourd'hui. C'est pour ça que je disais tantôt qu'une mauvaise orientation pourrait aboutir à un chômage à un niveau très élevé. Parce que lorsque les enfants sont mal orientés, qui sont tournés vers des filières qui ne sont pas porteuses, cela pose un problème d'emploi et ça pose aussi un problème de développement. Très bien, merci beaucoup. Alors, Julio, les parents ont quelquefois envie de perpétuer la profession imposant une filière à leur enfant. Quel problème cela pose véritablement? Cela pose d'abord, bon, ce n'est pas encore une chose mauvaise en soi. Très bien. Parce qu'il y en a, moi j'ai connu une famille qui l'a fait ainsi. C'est une famille très bien connue, dont le papa il est magistrat. Et il a juré que tous ses enfants seront juristes d'une manière ou d'une autre. Il y a un qui est devenu avocat, un très jeune, un autre magistrat. Il y a une dernière qui est en train de frapper à la porte du concours d'accès aux professions notariales maintenant, qui n'a pas encore qui n'a pas pu encore. De sorte que lorsque les parents ont une vision pour leurs enfants, il ne s'agit pas de l'imposer. Il s'agit de voir, en tenant compte des éléments que Eddy vient d'énumérer tout à l'heure, de voir la faisabilité. Si le parent a un rêve pour son enfant depuis le primaire, il peut l'accompagner dans cette direction. Il peut mettre les moyens en œuvre pour que l'enfant, de cette manière, par rapport à ce dont lui-même l'aura habitué, lui permettre de prendre cette direction-là. Moi, je vois des parents qui, très tôt, par exemple, juristes, ils font tout pour intéresser leurs enfants aux professions judiciaires. C'est-à-dire quoi? Ils font des débats juridiques avec eux, ils sortent avec eux, ils vont au tribunal avec eux, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, ce sont les premiers éléments que l'enfant découvre. Lorsque vous voulez que votre enfant soit médecin, vous savez quoi faire. Et donc, encore que c'est encore une question de moyens. Mais ce qui est grave et qui répète là votre question, c'est que par exemple la dada, il a vu peut-être qu'un enfant quelque part a fait telle profession et qu'il a bien essayé, ou bien dans sa tête c'est telle profession que lui veut parce que peut-être ça soit bien vu dans la famille. Et il dit à l'enfant, voilà, moi j'ai choisi que c'est ça que tu vas faire. Il arrive dans l'enfant, il dit, mais papa, moi je ne vais pas dire que c'est ce que moi je te dis que tu vas le faire, que tu vas faire. Au finish, qu'est-ce qui se passe? Si au bout du thème, l'enfant n'est pas déscolarisé, c'est qu'il y a une sorte de fracture. Le parent se fâche jusqu'à se dire, bon, si tu ne veux pas faire ça, je me désolidarise de ton accompagnement scolaire. Ou bien, lorsque, bon, tant bien que l'enfant arrive à s'en sortir, il devient, comment dire, il réussit, mais très passablement. Or, aujourd'hui, vous allez constater, il l'a dit tantôt, nous sommes pleins de juristes, on organise des concours et autres. Aujourd'hui, on ne veut plus les passables. Sur le marché de l'emploi, c'est les meilleurs qu'on recherche. C'est les meilleurs qu'on recherche. Donc, c'est vrai, peut-être il va devenir un juriste, il a une maîtrise en droit, mais une juriste non passionnée, une juriste qui n'a pas la matière, une virgule, qui ne veut pas se cultiver. Qui devient professeur français. Donc, qui devient professeur français. Et donc, c'est véritablement le danger que dans cette situation de vouloir imposer une direction à l'apprenant. Eddy, alors, que fait le ministère? Que fait le ministère de l'enseignement supérieur à l'endroit des nouveaux bacheliers? Les nouveaux bacheliers, il faut l'avouer, le ministère a fait un petit travail, mais qui est encore minime par rapport à tout ce qu'il y a, ou tout le sérieux qu'il faudrait apporter à l'orientation, parce que mal orienter les jeunes aujourd'hui, c'est forcément ne pas espérer grand chose de la génération à venir. Le ministère, depuis quelques années,
faire ce que je n'appelle pas orientation. D'aucuns diront que c'est de l'orientation, mais je pense que c'est des séances de sensibilisation ou d'information. Des séances d'information sur les filières qui existent. Oui. Et cela donne aux nouveaux bacheliers d'avoir un peu plus de, des ouvertures à pouvoir choisir leur filière compte tenu de la série de leur baccalauréat. Je pense que le ministère doit revoir cette façon de procéder. Je pense que depuis, si mes souvenirs sont bons, depuis l'année dernière, les données ont changé, mais les données n'ont pas pour autant changé pour avantager les candidats. Ce qui se passe actuellement, c'est que à l'inscription déjà pour le baccalauréat, vous recevez des fiches de renseignements sur lesquels sont mentionnés les filières, les séries, les débouchés possibles pour chaque filière, et on vous demande de choisir avant même de déposer votre dossier. Cette fiche est jointe au dossier du baccalauréat. Et ce n'est qu'après la proclamation des résultats que le ministère vous demande de venir infirmer ou de confirmer le choix précédemment fait. Mais moi, je me pose une question. Les apprenants à qui ou les candidats à qui on distribue ces fiches-là, sur quoi se basent-ils pour opérer le choix? C'est là le véritable problème. Parce qu'on ne peut pas manquer d'avoir fait une orientation pour demander ensuite aux apprenants d'opérer des choix. On opère les choix se basant sur un préalable. Mais le préalable n'est pas posé. C'est dire que normalement, avant que les apprenants ne fassent déjà l'option d'aller en série A, B, C, D, F, G, E, on doit déjà leur donner l'information. Il y en a par exemple qui voudraient faire la médecine, mais qui, par manque d'information, vont se retrouver en série B. C'est impossible. Et donc, le ministère, je pense que pour revoir la donne, peut déjà commencer par ramener l'orientation scolaire en classe de seconde. Dire aux apprenants, dès l'obtention du BPC, voilà les filières qui existent, voilà les séries qui pourraient vous aider à vous orienter vers ces filières. Je pense que les écoles catholiques confessionnelles aujourd'hui font un travail dans ce sens. Déjà en classe de première, ils font ce qu'on appelle journée diocésaine de l'orientation, où des professionnels des différents corps de métier sont invités pour s'entretenir avec les élèves, les apprenants des classes de première, de terminale. On les informe de ce qui existe comme filière. Mais ça, c'est déjà un pas. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Faire mieux, c'est déjà, par exemple, en 6e, faire une première orientation, c'est-à-dire donner les informations utiles aux apprenants par rapport aux séries qui existent. Même s'ils sont jeunes, ça va pouvoir déjà déclencher chez eux une certaine réflexion par rapport à qu'est-ce que j'ai envie de devenir demain. En seconde, on pourrait confirmer cette orientation primaire faite en 6e ou à leur entrée en 6e, en leur donnant maintenant la possibilité d'opérer des choix. Choix qu'ils vont confirmer ou infirmer une fois qu'ils seront en classe de terminale. Encore que lorsque vous avez par exemple choisi de faire la série A, il vous est très difficile, je vois même impossible, arriver en première, de revenir en série D ou en série C. Et donc, l'orientation pourrait se faire, mais pas de la manière dont ça se conduit actuellement. Très bien, Eddy, on me signale que nous avons épuisé, voilà, mais la toute dernière question, 30 secondes pour chacun, 30 secondes. Alors, quel devrait être le meilleur dispositif pour une meilleure orientation scolaire? 30 secondes. Le meilleur dispositif pour moi, l'orientation scolaire doit devenir une discipline. Une discipline. Une discipline. Au ministère de voir à quel moment placer ça, comme il a dit tantôt, ça va devenir une discipline. Deuxième élément, il faut éviter de soumettre les apprenants à une sorte d'orientation de choix lorsque la perspective au moment où ils sont en train de choisir, c'est d'avoir le diplôme. Parce que généralement, c'est ce qui se passe. Lorsque vous allez au baccalauréat, ce qui vous importe, c'est d'avoir le baccalauréat. Et c'est après qu'on réfléchit à ce qu'on va devenir après. Et c'est ça, en fait, l'autre danger de l'orientation. Eddy, 30 secondes. Je voudrais convier les gouvernants à mettre davantage l'accent sur l'orientation scolaire. À une séance d'orientation, on peut perdre toute une journée à orienter les apprenants d'une seule salle de classe. Inviter les parents, inviter les apprenants, puisqu'ils sont au cœur même du processus d'orientation, les enseignants qui les connaissent mieux et l'administration scolaire pour intervenir. Ensuite, je ne cesserai de le dire, des personnes qualifiées, je veux parler des psychopédagogues ou des psychologues de l'éducation, sont formés au Bénin depuis l'année 2001, bientôt 20 ans. On pourrait les utiliser ou les mettre à profit, voilà, pour que nos établissements soient désormais dotés de ces compétences-là. Je dis, on peut recruter, par exemple, l'État peut recruter un psychopédagogue par zone, un peu comme les conseillers pédagogiques. Et au-delà de tout cela, je voudrais citer Michel Vincent qui dit que l'État le plus fructueux qu'on puisse laisser à un fils est une solide éducation et une profession honorable. Et la profession honorable, on ne peut l'espérer si on fait une meilleure orientation. Merci beaucoup, merci chers spécialistes, chers débatteurs. Nous allons retrouver Gloria Gatungbe dans Junior d'Afrique après ceci.
familia. Chica, chica. Je veux manger à Caraïbo. Jimbo, jimbolo. Toba le joja, rabo for me. I don't know, Santa chica, chica. Ay, 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 je me souviens quand j'étais tout petit, à la boubouille au nom de 10. Kabou, kabou, je décoche, oh la triche. Est-ce que tu te rappelles, mon ami? On était soudés, on était heureux, on aimait s'amuser, on aimait jouer. On aimait bouffer les pâtés de tantine, on n'aimait pas voler. Si je savais que j'allais grandir, je ne serai jamais grand mais tout petit. Aïwa te jede bodi, duai. Kanjo sejo, anadu shaki. Sati nyati mando dato remi, anano te kui. Petit, profite, c'est ton instant. Sinon, trop tard quand tu seras grand. Je veux manger à Caraïbo. Jimbo, jimbolo. Toba le joja, rabo for me. I don't know, Santa chica, chica. Ay, 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 je vais payer à Caraïbo. Oh, zimbolo. Si tu vas au marché, maman achète-moi ça. Veux-tu manger aussi? Chanta, chico. Aïe, je me fais le sac venant. Ah ouais. Tati, idée, garolita, souhait. Maman criait tout le temps, je sais. Petit, on était, je sais plus. Comme était, c'était la de sieste. Le mojo, on a tout ce qu'on veut. Jouer chocolat et puis désir rapide. Si t'as vécu tout ça, il faut chanter. J'y va. Cette rubrique pour faire la promotion des droits de nos enfants avec Gloria Gatungbe qui revient d'une maladie. Il s'agissait de quelle maladie, Gloria? On va pas dire ça ici. Mais dites, vous avez manqué aux téléspectateurs. C'était des problèmes de dents. De dents, d'accord, voilà. Comme tu souhaitais tellement que j'en parle, oui, j'étais malade, c'était des problèmes de dents. Et vous avez eu la joue gonflée, c'est ça? Décrivez un peu, voilà. Habib, c'est bon, c'est quoi? Voilà, vous présentez vos invités. Ou bien tu veux que je passe une photo à l'écran? On y va. Amis téléspectateurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Habiba a voulu m'embêter un peu. Mais bon. Alors, Junior d'Afrique reçoit pour vous aujourd'hui Madame Deogracias Dassi Meou. Vous êtes sociologue et gestionnaire de projet. Vous êtes aussi directrice exécutive de l'ONG Angelas Latera. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Gloria. Bonjour Habib. Bonjour madame. Bonjour chers téléspectateurs. À vos côtés, Monsieur Benito Koupounsi, vous êtes psychologue de la vie sociale et professionnelle. Bien évidemment. Vous êtes également directeur de CREAPSI, Centre de recherche et d'accompagnement psychologique. Bonjour à vous aussi et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, bonjour Madame Gloria. Alors, Habib, tu n'as pas vraiment annoncé mon thème aujourd'hui. Non, voilà, parce que vous avez fait voilà, école missionnaire, donc... Ce n'était pas vraiment de ma faute. Donc aujourd'hui, on va parler du divorce des parents ou de la séparation des parents. Donc, quel impact le divorce a sur les enfants? Donc ma première question va s'adresser à Madame Meou. Oui. Dites-nous, quelles sont les principales raisons qui peuvent pousser les couples à aller vers le divorce? Bon, déjà, avant tout propos, permettez-moi de vous remercier pour l'initiative qui va dans le domaine de la promotion, de la protection des droits des enfants. Avant de parler des causes du divorce, je voudrais quand même qu'on replace
ou qu'on définisse le divorce, ce que c'est que le divorce, qui n'est pas forcément sous-entendu uniquement comme la dissolution du mariage, des liens du mariage, formellement constaté par un document, mais comme la rupture de lien social ou la rupture d'union entre deux personnes. Donc ça suppose, le divorce va au-delà de l'acte de mariage simplement constaté, et donc s'entend au-delà de cette conception-là et englobe toute séparation qui peut avoir lieu entre des personnes qui ont été unies par un lien conjugal. D'accord. Donc, alors, les raisons pour lesquelles les couples se séparent? Bon, il y a différentes raisons, mais qui sont entreliées, si on peut le dire, interdépendantes. D'accord. La première, c'est la banalisation de l'acte du divorce ou de l'acte de mariage. Parce que de plus en plus, on rencontre dans la société des personnes qui sont en union libre, qui ne contractent pas un mariage, qui ne contractent pas le mariage de façon formelle. Je ne vais pas uniquement dans le mariage civil constaté devant les autorités civiles de l'État compétente, mais déjà le mariage qui interpelle les familles. Parce que au début, le mariage, ce n'est pas l'union de deux individus, c'est l'union de deux familles. Mais de plus en plus, on note une faible implication des familles dans l'acte du mariage en lui-même. On note une impréparation au mariage. On va au mariage parce qu'on est tombé enceinte. Donc, on n'a pas eu le temps de se préparer. C'est ça. Donc, il y a aussi la difficulté à concilier la vie professionnelle et la vie familiale, parce que c'est des exigences différentes qui ne cadrent pas forcément ou qui ne facilitent pas forcément la tâche aux acteurs du couple. Il y a l'adultère même, qui peut être les relations sexuelles extra-conjugales, qui peuvent être source de divorce. Il y a la stérilité qui peut être cause de divorce. Il y a aussi même le sexe des enfants parfois qui peut être cause de divorce. Je suis mariée, je suis avec un homme, on n'a que des garçons, on n'a que des filles, parce que souvent le problème se pose avec l'héritier qu'on n'a pas. On n'a que des filles, donc le mari voulant son héritier peut aller voir ailleurs, et comme si la fille n'est pas héritière. De fil en aiguille, voilà, donc autre cause du divorce, ok, très bien, merci. D'accord, bien sûr, on a fait le tour. Monsieur Coupon aussi, est-ce qu'un enfant peut souhaiter la séparation de ses parents? Si un enfant Dans quel cas? Si un enfant peut souhaiter la séparation de ses parents, je ne m'inscrirai pas directement en vrai, parce que le bien-être ou l'intérêt supérieur de l'enfant voudrait que l'enfant vive avec ses deux parents. Bien sûr. Donc, s'il arrive que nous observons des cas où l'enfant même voudrait que ses parents se séparent, c'est en partie peut-être pour pouvoir sauver l'équité ou l'équilibre mental ou l'équilibre physique aussi, si je peux le dire ainsi, de l'un de ses parents. Bien sûr. Que ça soit peut-être pour la mère ou pour la femme. Mais il est vrai que dans la plupart du cas, surtout en Afrique, c'est les femmes qui sont les plus lésées dans le couple. Donc, il peut y arriver que par amour ou par compassion pour sa mère, l'enfant décide personnellement ou bien souhaite à ce que ses parents puissent avoir un temps de répit entre les deux, pour pouvoir reprendre peut-être leur relation. D'accord. Dans ces genres de cas, qu'est-ce que la mère peut faire pour éviter à l'enfant d'avoir ces genres d'idées, madame? Bon, je crois que... Dans le cas où, par exemple, l'enfant est témoin de bagarres, de violences entre les parents, décide que maman, peut-être, ou souhaite que maman divorce de son père. Bon, c'est vrai que les enfants ressentent beaucoup de choses, même si ce n'est pas visible. Ils ressentent même des fois des sensations ou des émotions que peuvent vivre leurs parents, notamment les mères. Mais moi, je dirais que le plus important, c'est de communiquer. Il faut mettre un mot
sur ce qui se passe. Il faut très tôt sensibiliser l'enfant à ce qu'il comprenne que les relations entre adultes ne le concernent pas forcément, pour ne pas lui voler, entre guillemets, son enfance ou son innocence. Bien sûr. C'est aussi, il faut mettre les mots dessus, il faut communiquer pour expliquer à l'enfant que même, ce n'est pas parce que papa et maman se disputent aujourd'hui qu'ils ne s'aiment plus ou qu'ils ne l'aiment plus. Parce que la peur de l'enfant, au-delà de tout, c'est de se demander, est-ce que mes parents m'aiment? Est-ce que mes parents continuent à s'aimer? Parce que l'idéal pour un enfant tel qu'il idéalise les choses, c'est de voir ses deux parents vivre ensemble et de pouvoir évoluer dans le cocon familial. Il faut aussi éviter de se disputer devant les enfants, c'est important. Bon, moi je dirais qu'il faut relativiser. Ah bon? Il faut relativiser parce que le fait de ne pas, le fait de prémunir trop souvent les enfants contre ça, ça peut emmener plus tard l'enfant dans son adulte à trop idéaliser la relation de couple. Je n'ai jamais vu mes parents se disputer. Donc, une fois que je suis en mariage, pour moi, se disputer, ça pose un problème. D'accord. Donc, parce que je n'ai jamais vu mes parents se disputer, pour moi, ça semble anormal. On peut faire le choix en couple de ne pas se disputer tant que les enfants sont en bas âge. Mais quand ils commencent l'adolescence et qu'ils peuvent comprendre certaines choses, on peut exprès provoquer des scènes devant eux pour qu'ils comprennent que ce n'est pas toujours la belle vie, qu'on s'entend parfois, on se dispute. L'essentiel, c'est de se comprendre. Ok. Monsieur Koukboumsi, est-ce que dans le cas des enfants qui ont de 2 à 3 ans, est-ce qu'il arrive qu'ils peuvent ressentir qu'entre les parents, il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que ça peut se ressentir sur eux? Bon, en fait, la question peut-être vient à point nommé, mais je vais peut-être repartir très loin, avant même l'âge de 0-1, pour dire que déjà à 6 mois, et les bagarres ou les disputes qui s'opèrent entre les parents sont remarquées, sont ressenties directement chez l'enfant. Donc, même votre fœtus dans votre ventre, à 6 mois déjà, peut commencer par ressentir tout ce qui se passe aux alentours. Ce qui fait que lorsque l'enfant naît, automatiquement, vous êtes peut-être papa, mais automatiquement, lorsque votre enfant vient au monde, lorsque l'enfant entend la voix de son père, il sait automatiquement que lui, c'est mon père. Bien sûr. Or, imaginez un instant que cet enfant a toujours eu, par exemple, des disputes ou a eu écho de ces disputes-là entre les parents depuis le bas âge. Ça fait que, à la limite, il y a des malformations même parfois. Sur l'enfant? Oui, sur l'enfant. L'enfant naît... Vous entendez, là? L'enfant naît peut-être sourd, ou peut-être l'enfant naît peut-être aveugle. Oui. Suite aux disputes. Suite aux disputes. Parce qu'il est prouvé que à un moment donné du développement de l'anatomie de l'enfant, quand il y a des facteurs extérieurs qui impactent négativement l'enfant, l'enfant peut décider de ne pas venir au monde subir les mêmes choses. Donc, il peut y avoir des malformations qui vont surgir automatiquement sur l'enfant. Et vous voyez un enfant qui peut-être naît aveugle parce qu'on dira que voilà, il n'a pas envie de voir ce qui se passe dans le monde, ou bien il naîtra peut-être sourd parce qu'on dira qu'il n'a pas envie d'entendre tous ces brouhahas qui se passent. Et ça, la science l'a démontré. La science l'a bel et bien démontré. Donc, ceci pour revenir à votre question pour dire quoi? S'il arrive déjà que l'enfant, déjà depuis le ventre de sa mère, peut déjà être impacté, subir les affres de tout ce qui se passe entre les parents, pourquoi on en parlera ou bien pourquoi on va douter entre 0 et 2 ans? C'est vrai que nous avons toujours l'impression que l'enfant ne comprend rien. Oui. De 0 à un certain nombre d'années données, mais en réalité l'enfant comprend tout. Et comme l'a dit madame tout à l'heure, peut-être que la chose à faire dès que l'enfant commence par grandir, c'est de commencer par mettre les mots sur ce qui se passe pour permettre à l'enfant de comprendre que oui, ceci s'est passé. Ce n'est pas parce que les parents ne s'aiment pas, mais c'est parce qu'il faut discuter, il faut s'entendre sur un point donné. Et tout à l'heure, vous avez demandé à madame c'est quoi le divorce, ou du moins c'est là donné la réponse sur la définition du divorce. Oui. Moi, je vous dirais tout simplement que le divorce, comme elle a dit, peut être mis
ou vu comme même une divergence d'idées. C'est pas pour je sais pas comment je le dirais, mais c'est pas pour rien que souvent on dit que il y a divorce entre les partis politiques, il y a divorce entre telle personne et telle personne, bien que ce soit des personnes qui ne sont pas mariées légalement. Donc, même au point de vue sur les façons de voir les choses, et s'il faille décider de quelque chose et que nous ne sommes pas en conséquent avec nous, d'accord, pour pouvoir trouver des idées harmonieuse, on dira qu'il y a divorce. Donc, même dans le couple, lorsque déjà avec votre mari ou avec votre femme, vous ne vous entendez pas, le divorce a commencé comme ça. Mais quel type de divorce? Il faudrait aider l'enfant à comprendre ce qui arrive. D'accord. Je pense que c'est la définition que ça rejoint, la définition de madame. Je vais toujours rester avec vous. En Afrique, surtout au Bénin, ici, on remarque que après le divorce, l'enfant est tiraillé de partout. Tantôt chez la mère, tantôt chez le père ou bien même chez la grand-mère. Est-ce que cela ne joue pas un peu sur le jugement de l'enfant? Je voudrais entendre quand même la dame, parce que puisque vous êtes dame, vous prononcez d'abord sur cette question. D'accord. Avant le papa. Oui, avant le papa. Bon, le divorce a forcément des conséquences. Parce que je comprends qu'on est en train de rentrer dans les conséquences. Le divorce a des conséquences aussi, bien sûr, les membres du couple, sur les conjoints déjà, mais aussi sur les enfants. Parce qu'ils étaient dans la famille à un moment donné. Oui. La première conséquence, c'est parce que le divorce engendre quand même un nouveau mode de vie, ou un mode de vie qui n'est pas conventionnel. Oui. Ou engendre aussi ce qu'on pourrait appeler une recomposition familiale. On note parfois, il est très fréquent maintenant de rencontrer des familles monoparentales, uniquement avec la maman, souvent, mais aussi parfois avec le papa, qui est obligé à ce moment de recourir à sa mère, donc pour confirmer les propos de Gloria, quand on sollicite la grand-mère. Mais ça a des difficultés, l'enfant se demande qu'est-ce qui se passe. Son équilibre est d'abord perturbé. L'équilibre normal auquel il est habitué, dans lequel il vivait est perturbé. Il se demande comment ça va se passer, qu'est-ce qui se passe. Surtout si les relations qui ont prévalu entre les conjoints n'ont pas été des relations de très bonne qualité. L'enfant va davantage recevoir le coup et va davantage se poser des questions. C'est pourquoi moi je propose qu'il faut communiquer. La communication est primordiale pour expliquer à l'enfant, c'est vrai, on est en train de se séparer, papa et maman se séparent ou sont en train de se séparer, mais ça ne veut pas dire que on ne t'aime plus ou on ne va pas continuer à t'aimer. Mais là, ça suppose aussi que les adultes qui sont en situation prennent de la hauteur par rapport à la chose dans l'intérêt supérieur de l'enfant qui est là et qui vit la chose avec eux. D'accord. Très bien. Monsieur. Oui, en fait, je crois que madame l'a si bien dit. Il faudrait déjà comprendre que tout à l'heure, j'étais en train de dire que voilà, le divorce peut aller jusqu'à très loin. Même déjà quand vous ne vous entendez pas en couple, déjà les enfants commencent pas à sentir les affres, l'impact de cela entre eux. Maintenant, lorsque vous demandez si, quand les parents sont séparés, est-ce qu'il y a un impact sur les enfants directement? Il faudrait dire que c'est net et c'est même pas systématique. C'est systématique. Parce que déjà, ce qui se fait, déjà, c'est que les enfants, ou du moins les parents, à un moment donné, commencent pas à discuter de qui va garder l'enfant. Donc, l'enfant devient un objet. Donc, sa décision, son intérêt supérieur, comme le disent les juristes, n'est plus à considérer. Donc, c'est moi qui dois garder l'enfant, c'est toi qui dois garder l'enfant. Donc, la mésentente ou bien les disputes continuent, transcendent même le problème qu'il y a entre les parents, mais prend maintenant l'enfant dans un engrenage que l'enfant même n'arrive pas à expliquer. D'accord. Ceci dit, lorsque l'enfant commence par vivre cela, qu'est-ce qu'il va commencer par s'observer chez l'enfant? Il va commencer par s'enfermer sur lui-même. Parce qu'il n'est pas consulté. On lui demande pas qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu as envie pour toi. Donc, il s'enferme sur lui et à un moment donné, il commence par se demander s'il n'est pas la base même du divorce ou du moins des parents.
des malentendus qui s'opèrent entre ses parents. Donc, ceci dit, l'enfant va vivre cela comme un choc violent qu'il n'arrive pas à expliquer, que personne ne lui explique, mais qu'il a envie quand même de comprendre. Mais plus tu as envie de comprendre quelque chose, plus tu n'as personne pour te l'expliquer, la vie commence par devenir morose en face devant toi. Donc, l'enfant va vivre cela durant tout ce processus de divorce, et à la fin, quand le divorce sera consommé, l'enfant n'aura plus confiance en lui-même. Il n'aura plus confiance en ses parents parce que d'abord on dit que les parents sont les premiers modèles que l'enfant voit. Si ce modèle-là est disloqué, dissolu, ça veut dire que même dans la société, l'enfant ne pourra plus avoir un autre modèle. Alors, je vais demander à madame, est-ce que ces problèmes-là peuvent se ressentir chez l'enfant jusqu'à l'âge adulte? Bien sûr. En fait, c'est un enfant, comme l'a dit... Je pense que c'est la toute dernière question, hein, Gloria. Mon prédécesseur tout à l'heure, c'est un enfant qui peut être en inadaptation sociale ou en échec scolaire. Et l'échec scolaire peut conduire à l'échec professionnel ou à une situation professionnelle mal vécue. L'enfant va emmagasiner. L'enfant peut développer, parce qu'il n'a plus de référents sociaux, parce que la famille d'abord sert à éduquer l'enfant. C'est la première institution qui participe à la socialisation primaire de l'enfant. Donc, si cette cellule est disloquée, l'enfant n'aura plus de référent, n'aura plus de modèle, et donc peut développer plus tard des comportements déviants ou antisociaux, peut très tôt verser ou peut à un moment donné verser dans la drogue, dans l'alcool, dans des violences, dans des agressions, dans des comportements qui ne sont pas conformes aux normes sociales. Et ça peut se ressentir aussi sur son couple à lui. Oui, il peut aller à ce niveau-là dans un système de reproduction de ce qu'il a vu. Parce qu'il a vécu dans une cellule familiale anormale, il sera beaucoup plus tenté de reproduire ce schéma familial qu'il a vécu. Une dernière question, 30 secondes, s'il te plaît. 30 secondes. Alors, est-ce qu'on ne va pas dire que parfois le divorce a des impacts positifs sur l'enfant? 30 secondes. Oui, disons, comme on le dit souvent, il y a toujours à voir le côté positif et le côté négatif des choses. Votre première question, là, si bien énumérée, pourquoi l'enfant pourrait peut-être souhaiter le divorce des enfants? Si son intérêt supérieur n'est pas mis à mal, l'enfant n'ira pas jusque-là. Mais dès que son intérêt supérieur est mis à mal, il est normal que le divorce puisse être célébré et que l'enfant puisse à un moment donné retrouver son équilibre et vivre amplement sa vie. Merci. D'accord. Votre mot de fin, madame? Bon, je dirais qu'un mariage boiteux vaut mieux qu'un mariage boiteux. Oui. Vous allez y arriver. Habib Balas, vaut mieux qu'un divorce réussi. Merci beaucoup. Oui. Votre mot de la fin? Oui, merci aux téléspectateurs. Je pense quand même qu'il faudrait à un moment donné que les couples comprennent que les enfants ne sont pas à prendre en engrenage dans les problèmes de couple. Parce que les parents existent avant que les enfants ne viennent. Il faudrait quand même prendre de la hauteur pour pouvoir gérer les situations de la vie. Merci. D'accord. Merci à vous d'être. Merci à vous, chers invités. Vous avez été super. Merci à vous aussi, Gloria. Ah, mais tu m'as mis la pression. Voilà, c'est ça. Gloria, là, elle commence par se rebeller contre Noueni Habib. On se retrouve en sommité avec Kadi Jolie. À tout à l'heure. Merci. Oh, ayez pitié de nous. Oh, Seigneur. Nos aïeux, ayez pitié de nous, mais les conseillers, les députés, ayez pitié de nous. Oh, cette pitié incroyable. Mais, je vous en prie, on vous a pris de faire ce que vous voulez et vous voulons faire. Pourquoi on est comme ça? On ne peut pas traverser à Kibao. On ne peut pas traverser peut-être pas à Bobé, Détoaoué, comme là. Ça ne va pas. Ça va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça 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 ne va pas. Ça va pas. Koto nous signe bien oui non bichi la mie. John do toje john ya de sume.
Inouïlo va face à Joro Nyonyo et Bajuno Towo Adomantenu Pidema Wakutonwo Ine Lokwe Lokwe Me Ine Sofa. Sommité, dernier plateau de cette émission, question de faits divers avec Kadi. Kadi, bonjour. Bonjour Habib. Alors, vous présentez le thème. Alors, bonjour chers téléspectateurs et merci d'être toujours au rendez-vous sur votre rubrique Sommité. Aujourd'hui, on va débattre un sujet. Il s'agit, un homme est-il obligé de prendre en charge sa petite amie ou sa copine? Alors, bonjour à vous, chers chroniqueurs et chroniqueuses. Bonjour, Kadi. Oui, bonjour, Kadi. Alors, sur quelle base fonctionne une relation de nos jours? Est-ce pour des questions d'intérêt ou sur des gages de sentiments? Monsieur Fortuna. Amaou, Atik. Amaou. Sur quelle base aujourd'hui? Oui. Ouais. Les mêmes bases qu'hier et les mêmes bases que demain. Comment? Que ça soit sur l'intérêt, que ça soit sur les sentiments. Non, vous, est-ce que... Voilà, la question, c'est de savoir si vous êtes obligé de prendre en charge votre copine. Non, c'est pas la question qu'elle m'a posée. Non, la question que moi, je vous pose. Est-ce que je suis obligé? On ne parle pas de maintenant, là. De maintenant, là. Ouais. Là. Une copine n'est pas à prendre en charge. Vous pensez? Une copine n'est pas. Madame Lorena. Selon moi, si tu es vraiment son petit ami, tel qu'on le dit, je ne vois pas la raison pour laquelle tu vas pas la prendre en charge. Hein. Voilà. Franchement. Voilà ce que... Voilà. Bon, elle a le droit d'avoir son point de vue. Oui. Alors, Habib, une question pour toi. Mais Oui. est-ce une femme qui se laisse prendre en charge par son homme, Oui. est-ce qu'elle ne reflète pas un signe de faiblesse? Oui, une faiblesse qui remet en cause l'égalité entre les deux sexes. Non, moi je pense effectivement que la femme a des besoins. Voilà, oui. La femme a des besoins. Et si ses parents à la maison, si elle n'est pas encore avec toi, chez toi, elle n'a pas déménagé, voilà, elle doit se faire prendre en charge par ses parents. Mais en tant que petite amie, tu peux lui apporter quelquefois voilà, des présents pour lui témoigner, encore que témoigner l'affection, son affection à sa copine ou à celle avec qui tu es, n'est pas forcément un signe d'amour. Voilà. D'accord. C'est ma réponse. Hein. Alors, dans quelle mesure ou quelles conditions la femme aura-t-elle besoin de se faire prendre en charge par son homme? Non, permettez-moi de revenir sur la question posée à Habib. D'accord. Je pense fondamentalement, n'est-ce pas, que quand on parle de copine, n'est-ce pas, et d'un homme, c'est que c'est des gens qui sont qui n'ont pas en fait un grand tas de gens, qui ne sont pas engagés, n'est-ce pas, de manière officielle ou peut-être de manière véritable. Alors, un garçon, un homme, je le répète, n'a pas à prendre en charge, n'est-ce pas, la petite amie. Il revient, n'est-ce pas, à chacun, n'est-ce pas, de jouer sa part. On peut donner des cadeaux, ce n'est pas prendre quelqu'un en charge. Elle n'est pas inscrite, n'est-ce pas, qu'on appelle dans un service d'assistance sociale. C'est pas une nation sociale. Non, elle n'est pas inscrite. Elle n'a jamais donné, n'est-ce pas, de mon point de vue. Il n'y a pas, n'est-ce pas? On peut bien avoir de relations avec quelqu'un. Oui, Lorinda. Selon moi, vous savez quoi? Une fois du bon que tu es venu vers la jeune fille et que tu lui as fait des avances. Mais je ne vois pas la raison. C'est systématique, c'est la fatalité, c'est ça? C'est pas que c'est systématique, c'est pas que c'est la fatalité. Mais selon moi, je ne vois pas la raison pour laquelle tu ne vas pas la prendre en charge. Ah bon? Ah ben oui. Donc, je présume qu'elle ne se nourrissait pas. Excusez-moi, avant qu'elle ne couche avec toi, là, est-ce que toi, tu te dis même que c'est pas... Non, je dis, mais est-ce qu'elle est obligée de coucher avec toi? Non, c'est pas là, c'est pas le débat. Le débat,
Le débat, ce n'est pas là. Le débat, c'est la question de responsabilité. Une fois du bon qu'elle couche déjà avec toi, nous ne parlons pas de... Tu es obligé de la prendre en charge. Non, nous ne parlons pas de ça. Nous ne parlons pas de ça. Toi, tu réclames tes droits, mais tu ne veux pas lui donner à elle. Non, justement, c'est pas ça les droits. Oui, il me semble, Lorinda est en train de faire une confusion. Confusion, voilà. Elle est en train de faire proprement une confusion. On peut, n'est-ce pas, entretenir des relations sexuelles avec quelqu'un sans jamais, n'est-ce pas, demander en retour une prise en charge. Jamais. On n'en a pas besoin. C'est ça. On va écouter par rapport aux internautes. Et par rapport aux relations sexuelles, quand elle dit ton droit, non, c'est à croire que elle, en le disant ainsi, c'est à croire que elle s'érige en objet, n'est-ce pas, de satisfaction sexuelle de quelqu'un d'autre. Je crois qu'on va y revenir. On va y revenir. Non, mais fais signe que c'est terminé. On a quelques secondes pour écouter les internautes. Le dimanche prochain, on va y revenir. Oui, chers chroniqueurs, chroniqueuses, nous allons y revenir. C'est déjà la fin. Voilà, le sujet est tellement intéressant. Je vous garantis que Sommité va y revenir le lundi, voilà, la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des vôtres. Hey,